Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous recommençons nos travaux et je suis heureux de donner la parole à Romain Ménini, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Est et qui s'occupe d'un grand moment de la tradition de Platon à la Renaissance, notamment autour d'un auteur inattendu d'une certaine manière, c'est-à-dire Rabelais. Et j'évoque ici son volume Rabelais et l'intertexte platonicien, et aussi Rabelais altérateur, grécisé en français, qui est apparu en 2014, et parmi ses nombreux articles, également Rire de Platon ou avec Platon, Panurge et les platoniciens dans le tiers livre, et également l'influence des moraux de Plutarque sur le quarte livre d'après certaines annotations de l'exemplaire de la BNF grec réserve GR 33. Donc nous avons là une tradition extrêmement importante, mais plus secrète que d'autres, pour approcher également le sujet d'aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je remercie d'abord chaleureusement Jean-Luc Fournet pour son invitation. Il se trouve, pour la petite histoire, que j'avais eu la chance d'écouter Jean-Luc Fournet pour la première fois il y a maintenant quelques années lors du séminaire de Stéphane Rollet, ce séminaire que Stéphane assurait à l'École pratique des hautes études, séminaire qui portait précisément sur Aurapollon dans la Renaissance italienne. Et donc j'en profite pour remercier aussi Stéphane, de qui j'ai beaucoup appris sur la première réception des Hieroglyphica. Mon titre est Aurapollon au temps de Rabelais, et je puis le préciser un peu. J'étudierai dans le temps qui m'est accordé la réception de l'ouvrage d'Aurapollon en France et en français sous le règne de François Ier, et plus spécifiquement avant la première traduction française imprimée pour Kerver en 1543. Cette période, celle de Geoffrey Tory et de François Rabelais, est celle de la première réception en France. Nous en saurions peut-être davantage sur les Hieroglyphica durant ce quart de siècle français si Carl Guillaume avait mené sa monumentale étude à son terme. Il avait en effet prévu, in fine, un chapitre sur les humanistes allemands et français, dont le plan mentionnait nommément Tory et Rabelais. Pour la réception d'Aurapollon, le règne de François Ier est un moment assez intéressant. Les Hieroglyphica, comme le songe de Polyphile de Colonna, dont on a bien vu que les destinées étaient assez parallèles, et c'est vrai aussi en France, ne sont guère connus que des savants. Le temps n'est pas encore celui de l'entrée royale d'Henri II à Paris en 1549, où les deux livres, Aurapollon et Polyphile, font figure de matériaux bien acclimatés, parce qu'ils ont été livrés en français quelques années plus tôt. Mais on va voir qu'avant l'édition Kerver, riche de ces nombreux bois gravés dont parlera Anna, avant Jean-Martin et Jean Mercier, la première Renaissance française, avide de symboles et d'allégories, n'a pas été insensible à Aurapollon, et notamment dans des cercles on ne peut plus proches du pouvoir. Avant les premières années du règne de François Ier, c'est-à-dire grosso modo de 1505 à 1516, 17 peut-être, malgré l'Aldine de 1505, Aurapollon semble inconnu en France. En tout cas, on n'a aucune trace, ou alors elles m'ont échappé. Il est clair que c'est la diffusion de la traduction de Trébazio qui constitue l'élément déclencheur de la première fortune des hiéroglyphes dans le royaume du nouveau monarque, dont l'accession au trône, vous le savez, est à peu près contemporaine de la datation de l'épître dédicatoire de Trébazio à Peutinger, à l'orée de sa version latine. Cette traduction de Trébazio, contrairement à celle de Fasanini parue en 1517, fut souvent réimprimée, et notamment en France, d'abord à Paris, puis à Lyon. Dès 1519, les frères Marneffe et Pierre Viard copient l'édition donnée à Bâle par Froben. Donc là, j'avais mis l'Aldine à gauche de 1505 et l'édition de 1543. Là, c'est la frobenienne de 1518 et une édition parisienne sur laquelle je vais revenir. En 1521, c'est le texte de droite, Pierre Vidou imprime pour Conrad Reich un Aurapollon bilingue
qui reprend le texte de l'Aldine et la traduction de Trébacius. L'index de l'édition de 1521 est différent de celui de 1519 que vous n'avez pas à l'écran, et le livre s'ouvre désormais sur une épître de Jean Lange ou Angélie à Jean de Moléon, évêque de Comminges, épître datée du collège du cardinal Lemoine le 5 mars. C'est certainement 1521 ancien style, c'est-à-dire 1522 nouveau style, on y reviendra. On reviendra sur cette édition puisque Rabelais en a possédé un exemplaire. Plus tard, Robert Estienne redonne en 1530 la même traduction latine, puis Sébastien Griffe à Lyon en 1542. Tout cela est bien connu. Moins connu est peut-être un manuscrit aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Chantilly, le manuscrit 682 que le duc d'Aumale s'était procuré à la vente de la grande bibliothèque Yéménitz. Entre de splendides plats en veau, dont les dorures montrent d'une part la salamandre de François Ier, que vous avez à l'écran, d'autre, donc c'est le plat supérieur, d'autre part sur le plat inférieur, les armes de sa mère Louise de Savoie, dont la partie droite de l'écu devrait être rouge, mais les couleurs ont un peu disparu. Ce manuscrit de 29 feuillets de parchemin comporte ce qui est certainement la première tentative de traduction en français des hiéroglyphica. La dédicace à Louise de Savoie, duchesse d'Anjou, se lit de la manière suivante. Et donc, je lis. « Très noble dame et excellente princesse, je, considérant le dit d'un ancien poète, lequel a laissé par écrit que ce n'est pas petite louange de pouvoir faire quelque chose qui plaise au prince, et aussi voyant que les gestes qui sont faits par esprit sont plus dignes de louange que ceux qui se font par force de corps, me suis travaillé tout le temps de ma jeunesse à exercer mon esprit pour pouvoir parvenir quelquefois à faire quelque chose qui plût à mes princes, entre lesquels vous tient ma souveraine comme pauvre puiné d'Anjou. » Le traducteur est un pauvre puiné d'Anjou. Donc, pour mon essai commencement, m'est venu entre les mains un livre en grec, lequel a fait un auteur nommé Horus Apollo, en égyptien, qui parle comment et en quelle manière les prêtres d'Égypte écrivaient leurs secrets, sans lettres, seulement par figure de bêtes et autre chose, lequel m'a semblé plaisant. Car il décrit la nature de plusieurs bêtes, mieux qu'autre livre qui se puisse trouver. Et ceux qui sauront ce livre pourront écrire par figure les gestes des rois en marbre et tapisserie, comme est la figure que s'ensuit, laquelle déclare la victoire que Dieu donna au roi contre les Suisses à Marignan. Et c'est la seule miniature peinte du manuscrit. Voilà, c'est Marignan. Et Apollon le savait. La miniature peinte a été reproduite par Anne-Marie Lecoq dans François Ier imaginaire. Postérieur à Marignan, ce manuscrit atteste un désir précoce de faire connaître au jeune roi et à la cour, je cite, la nature de plusieurs bêtes. Il est intéressant de noter le souci utilitaire de cette traduction. Ceux qui sauront lire ce livre pourront écrire par figure les gestes des rois en marbre et tapisserie. Apollon donne donc un modèle, une source d'allégorisation animalière pour les artistes du règne de François Ier, de manière très explicite. Sauf erreur de ma part, personne n'a proposé de nom pour le traducteur. Il se présente comme pauvre puiné d'Anjou, dont la souveraine est logiquement Louise de Savoie, duchesse d'Anjou. S'agirait-il, ce n'est qu'une hypothèse qui n'est certainement pas la bonne, en tout cas on est dans les mêmes cercles, de François de Moulin de Rochefort, maître d'école et précepteur du futur roi avant son sacre, puis aumônier ordinaire? Faudra-t-il comprendre qu'il n'est alors pas encore grand aumônier lorsqu'il se présente modestement à Louise, et donc que le manuscrit date d'avant 1519, peut-être? Ce sont des hypothèses qui n'ont rien d'improbable si l'on note que François de Moulin était cadet de sa fratrie et que sa famille avait des attaches en Anjou au XVe siècle. Faut-il croire le traducteur quand il écrit qu'il est parti du texte grec? À la Renaissance, il faut souvent se méfier de ce genre d'allégations. L'étude mériterait d'être poussée, mais le début du texte présente le mot « ouraion » en grec, rendu comme le copiste a pu, vraisemblablement, et l'expression, je cite, « un serpent lequel a la queue cachée dessous le dos mourant du corps » semble plus près du grec « ekontaten uran upotoloipon soma cryptomenen » que du latin de Trébacius « caudam reliquo corpore tegentem ». Donc peut-être que pour une fois, il faut suivre ce que dit le traducteur. Voilà en tout cas une première tentative de faire connaître Apollon à une cour qui aime les représentations figurées à déchiffrer.
Elle ne semble pas à l'opposé du goût de Desmoulins, d'après les ouvrages manuscrits qu'on lui connaît pour l'art de l'emblématique. Quelques années plus tard, paraît le fameux Champfleury de Geoffrey Tory. La mention des rébus donne à Tory l'occasion de mentionner aussi les hiéroglyphes. Je cite, « Telle façon de rêverie, c'est-à-dire d'écriture faite par image, fut premièrement inventée par les Égyptiens qui en avaient toutes leurs cérémonies écrites, afin que le vulgaire et les ignares ne pussent entendre ni facilement savoir leurs secrets et mystères. Celles écritures, c'est ce que vous avez à l'écran, étaient appelées en grec hieroglyphica, c'est-à-dire sacra scripta, saintes écritures, que nul ne pouvait entendre sans être grand philosophe, et qui peut connaître la raison et vertu des choses naturelles. Quand il voulait signifier lent, il désignait et faisait en portrait ou peinture un dragon se mordant la queue. Pour signifier libéralité, il faisait la main dextre ouverte, et pour chicheter, la main close. Il faisait 1000 autres bonnes choses semblables par image, que vous pourrez lire et connaître au 25e chapitre des Leçons antiques de Caelius Rhodiginus, et plus à plein en Horus Apollo, qui les a rédigés par écrit en un volume que vous pourrez trouver en grec, s'il y volait, et en latin aussi, et lequel, ce qui est important, j'ai translaté en français et fait un présent à un mien seigneur et bon ami. Tory, donc, lui aussi, avait traduit les hiéroglyphes d'Horapolon. Cette traduction est certainement perdue, sauf si l'on fait de Tory l'auteur de l'Anonyme de 1543, que la plupart des critiques, semble-t-il, s'accordent plutôt à donner à Jean Martin, lui-même traducteur d'Horapolon d'après Denis Sauvage, dans sa préface à la traduction de L'architecture et art de bien bâtir d'Alberti. Mais il s'agit certainement de l'édition de 1553. Donc il y a encore un mystère à lever sur l'identité de ces premiers traducteurs d'Horapolon. On aimerait savoir par ailleurs quel est l'ami à qui Tory a donné sa traduction. Il est intéressant de constater que Tory fait deux rapprochements. Il renvoie à la compilation bien connue des Lectiones Antiquae de Ludovico Ricchieri, dit Caelius Rhodiginus, qui évoque les hiéroglyphica et deux auteurs anciens, Chérémon et Horapolon. La Renaissance sait très bien à quoi s'en tenir avec ces deux auteurs, si on peut dire. Et il évoque aussi le polyphile, selon une alliance qui sera désormais canonique, en France aussi, entre Horapolon et Colonna. Rabelais avait lu le Champfleury. Lorsqu'il mentionne à son tour Horapolon dans Gargantua, vous avez l'image à l'écran, en 1535, c'est aussi dans le contexte de l'opposition entre les rébus et les hiéroglyphes, ou hiéroglyphiques, puisque dans la fiction pantagruéline, c'est toujours ce terme qu'emploie Rabelais, hiéroglyphique. Au chapitre 9 de Gargantua, Alcofribas fait côtoyer à son tour Horus Apollon et un certain Polyphile au songe d'amour. Aux homonymies tant ineptes, ce sont les mots de Rabelais, des rébus, Rabelais feint d'opposer, avec le sourire de celui qui s'est toujours plu à jouer du calembour vernaculaire, les hiéroglyphes des Égyptiens. Et donc je lis le texte, donc vous pouvez voir qu'il est extrêmement proche de la manière dont Tory présentait les hiéroglyphes. Bien autrement faisaient en temps jadis les sages d'Égypte, autrement que les rébus vernaculaires, quand ils écrivaient par lettres qu'ils appelaient hiéroglyphiques, lesquels nul n'entendait qui n'entendit, et un chacun entendait qui entendit la vertu, propriété et nature des choses par icelles figurées, desquels Horus Apollon a en grec composé 2 livres, et Polyphile au songe d'amour en a davantage exposé. En France, vous en avez quelques tronçons en la devise de Monsieur l'Amiral, laquelle premier porta Octavien Auguste, c'est la devise Festina Lente. Avant de rapprocher les hiéroglyphes de cette devise bien connue Festina Lente, qui a eu de nombreux porteurs possesseurs, Rabelais mentionne Horapolon. On imagine volontiers que les deux auteurs, Tory et Rabelais, aient pu avoir entre les mains l'édition parisienne bilingue publiée en 1521 par Vidou pour Reich. En ce qui concerne Rabelais, c'est même une absolue certitude. La Pierpont Morgan Library de New York conserve encore un exemplaire qui porte son ex libris, que vous avez à l'écran. Ma photo n'est pas excellente, mais on lit l'ex libris. Mentionné par Seymour de Ricci, ce précieux exemplaire se présente relié avec les aphorismes d'Hippocrate, en grec, préfacé par Cornarius, édition de Haguenau, certainement 1527. Le tout formant un recueil constitué certainement par Rabelais lui-même, bien que la reliure ne soit plus aujourd'hui d'origine. L'ex libris, Francisci Rabelaisi Chinonensis, porté seulement sur la première pièce, c'est-à-dire sur l'Horapolon, n'est déjà plus la signature franciscaine, nous sommes donc après 1524, après le moment où Rabelais signe Frater ou F. Et n'est pas encore la griffe qu'apposera Rabelais au milieu des années 1530
avec la mention medicus, et celle des amises en grec, kai, ton, potou, philon. On peut imaginer que Rabelais lit son Orapollon avec Hippocrate, peut-être entre 1527 et 1530. C'est-à-dire assez tôt, à une époque où Alcofribas n'existe pas encore. De fait, on ne trouve dans le volume, outre quelques rares soulignements, qu'une seule notule autographe d'un intérêt assez limité puisqu'elle n'a rien donné dans l'œuvre française, qui porte, dans le texte latin seulement, sur l'hiéroglyphe de l'origan et les fourmis. Peut-être un enjeu médical ou sanitaire, ou la cuisine. Ce qui est plus intéressant, c'est que la présentation des lettres hiéroglyphiques dans Gargantua s'est certainement inspirée de la préface latine qu'il avait lue dans son édition d'Orapollon. Je passe peut-être, pour des raisons de temps, sur ce liminaire, mais cette préface, écrite par Jean Angély ou Lange, mentionne plusieurs hellénistes parisiens du temps qui s'intéressent à Orapollon et reprend les lieux classiques de Lucain et Tacite à propos de l'écriture des Égyptiens, lieux qu'il avait lui-même trouvé cités ensemble, comme nous l'apprend Robert Hollot qui avait consacré un article à cette préface, dans les commentaires à l'Andor de Béroald, ou encore plus vraisemblablement dans les Lectiones Antiquae, toujours du même Rodiginus, qui est la lecture cette miscellanée est lue par tous les humanistes du temps à cette époque-là et jusqu'à très tard au XVIe siècle. Pour apprivoiser les hiéroglyphes, on cherche de l'aide dans la littérature latine. Mais revenons à Rabelais. L'intérêt pour les hiéroglyphica ne l'a jamais quitté. Sur l'île des Macréons, dans le quart-livre de 1552, Épistémon et ses compagnons font encore de l'épigraphie égyptienne parmi les hiéroglyphiques. Lorsque Rabelais lit son dernier Plutarque, ça, c'est touchant quand même, de la main de Rabelais. Il porte en marge du De Putiae Oraculis la note manuscrite Hieroglyphica. Il a sur sa table de travail les opéras de l'humaniste Celio Calcanini, dans lesquels se lisait une précoce version latine du texte d'Orapollon, en plus de sa paraphrase du Déisidé de Plutarque, que Rabelais utilise à maintes reprises dans le quart-livre. Rabelais n'a pas échappé à la fascination de son temps pour l'Égypte. Son 5e livre est encore tout plein d'Égypte polyphilesque. Dans la brève déclaration que Rabelais adjoint à certains exemplaires de son dernier quart-livre, qui est un lexique mi-sérieux, mi-pastiche, il mentionne encore l'Horus Apollo, qu'il avait lu plus de 20 ans plus tôt. Et donc c'est un lemme qui se rapproche de très près de ce qu'on avait déjà dans Gargantua, avec la devise de l'amiral, le festina lente, etc. Ce passage de Gargantua, donc, qu'on avait dès 1535, et puis qui donne un écho avec la brève déclaration en 1552, est assez décisif. Il donne, au-delà des mentions explicites d'Orapollon dans l'œuvre de Rabelais, une clé secrète pour un autre passage, celui qui présente l'accoutrement du jeune géant. Vous connaissez peut-être le passage. Et notamment, dans cet accoutrement, le médaillon, l'image que le jeune Gargantua porte sur son chapeau. La malice de Rabelais a consisté à mentionner les hiéroglyphica dans le chapitre 9, plusieurs pages après qu'il a décrit le médaillon. Voici le texte qu'on lisait plus tôt. Pour son image, donc l'image qui se trouve sur le chapeau du jeune roi Gargantua, avait en une platine d'or pesant 68 marcs une figure d'émail compétent, en laquelle était portrait un corps humain ayant 2 têtes, l'une virée vers l'autre, 4 bras, 4 pieds et 2 culs, tel que dit Platon in Symposio, avoir été l'humaine nature à son commencement mystique. Et autour était écrit en lettres ioniques Agapé, Uzeteita et Otes. Obnubilé par les 2 références plus explicites, Platon et saint Paul, la critique n'avait pas pris garde au fait que Rabelais a monté, d'une manière assez malicieuse, mais très conforme à ce qu'on sait de sa manière de pratiquer l'intertextualité, il a monté un hiéroglyphe orapollinien sur le double corps du mythe d'Aristophane dans le banquet, créant une sorte de chimère intertextuelle à 3 morceaux, la devise paulinienne, le corps platonicien et cette tête, ou ces 2 têtes.
les deux têtes, l'une virée vers l'autre, ce qui ne signifie pas, comme on l'a cru longtemps, en tout cas comme la critique rabelaisienne l'a cru longtemps, que les deux sont virés réciproquement vers l'autre, mais seulement que l'une est virée vers l'autre qui regarde ailleurs. Ces deux têtes, vous les connaissez, ce sont celles du phylactérion, de la tutela, du talisman protecteur des Hieroglyphica chez Aurapollon. Et donc ça, c'est le bois qu'on trouve en 1543 qui dit bien ce que Rabelais a voulu représenter, c'est-à-dire une tête qui regarde une autre, mais l'autre regarde ailleurs pour servir de protection. Le jeune géant est mis sous la bonne garde d'un hiéroglyphe gravé en médaillon. L'utilisation de la source aurapollinienne est tue par Rabelais, à la différence de la mention du nom de Platon et du motto polynien. Ce phylactère permet un jeu de cache-cache érudit qui fonctionne comme la description même du hiéroglyphe ensuite. Nul n'entendait qui n'entendit, et un chacun entendait qui entendit la vertu, propriété et nature des choses par icelles figurées. De même, nul n'entend le texte de Rabelais s'il ne saisit pas le clin d'œil allusif et la référence silencieuse. Finalement, on a parlé du bric-à-brac de Pirkheimer tout à l'heure. Rabelais fait en littérature ce que Pirkheimer a tenté de faire en groupant les références sur une même représentation. On voit déjà que, dès avant 1543, l'utilisation d'Aurapollon permet de nourrir la fiction. Les hiéroglyphica sont une matière à rêverie, comme écrit Torry, merveilleusement propre à l'emblématisation artistique ou littéraire. Il n'est d'ailleurs pas impossible que d'autres allusions à Aurapollon aient été glissées par Rabelais discrètement dans sa fiction pantagruéline. Je pense par exemple au chiffre 16 que Panurge tire à 3 baudets, ce sont baudet, c'est le jeu rabelaisien dans le tiers-livre, il tire au dé le chiffre 16. Mais le personnage, bien que pris d'un désir charnel irrépressible, n'en tirera pas un second et restera au premier 16. Preuve peut-être, si l'on en croit Hieroglyphica, qu'il en reste au plaisir sans aller, le pauvre, jusqu'à la consommation, ce que tout le tiers-livre confirme. Avant de conclure, il me faut dire encore un mot d'une autre tentative d'adaptation en français du texte d'Aurapollon, celle de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, qui propose, je cite, une mise en rythme par épigramme des notes hiéroglyphiques. Le manuscrit est conservé, vous le savez, à la Bibliothèque nationale, Code français 2594, et on en trouve la numérisation du microfilm sur Gallica. Il s'agit du premier livre connu de Nostradamus, dont la forme des décasyllabes annonce les célèbres centuries. Le manuscrit de 86 feuillets est dédicacé à la princesse de Navarre, Jeanne d'Albret, mariée en 1541, malgré ses résistances, au duc Guillaume de Clèves. Je mentionne ce manuscrit qui est peut-être postérieur à 1543 pour être tout à fait complet, et parce que quelques Nostradamiens a proposé 1541 pour date de rédaction, à partir de calculs arithmologiques pour le moins complexes. Et une rapide recherche sur la toile vous mettra au parfum de ce genre de recherche. Cela étant, Jeanne n'a que 13 ans en 1541, ce qui est peut-être un peu jeune pour goûter les vers aurapolliniens mêlés parfois de notations d'autres provenances, et notamment encore, évidemment, du songe de Polyphile. Je me contenterai de dire que ce manuscrit mériterait de nouvelles recherches de la part de qui ne craindrait pas de fréquenter la critique nostradamienne, qui est un monde à part soi. Mais je note encore une fois le succès des Hieroglyphica à la cour et un nouveau manuscrit dédicacé à une haute dame. De Louise de Savoie à Jeanne d'Albret, il faut croire que les hiéroglyphes avaient tout pour séduire les plus considérables personnages du règne de François Ier. Plus généralement, et ces remarques me serviront de conclusion, il apparaît que le 1er XVIe siècle français a tendu une oreille attentive aux hiéroglyphiques, avant même qu'on en imprime une traduction vernaculaire. Les savants avaient bien senti tout le potentiel allégorique du texte, entre rébus et devises, tout le potentiel qui pouvait être exploité pour le faire valoir sous un règne passionné de mystères figurés à déchiffrer. Très tôt, Aurapollon ne semble pas pouvoir se passer du compagnonnage du songe de Polyphile, ce qui oriente aussi sa réception, et on l'a vu ce matin. Dans le quart de siècle qu'ouvre Marignan, Rabelais fait figure exemplaire. Il a lu Torry et Colonna dès les années 1530, a possédé une édition bilingue des Hieroglyphica et joue à mettre en fiction le mystérieux savoir des Égyptiens. Or, Gargantua, et ce n'est pas un hasard, est le livre le plus courtisan de Rabelais. Et c'est ici précisément qu'Aurapollon apparaît. Maître Alcofribas est plus que jamais en phase
comme souvent, avec l'actualité de son temps, et comme souvent, il lui offre une réponse à nul autre pareil. Son hiéroglyphisme est à considérer comme l'une des modalités de ce plus haut sens requis par le prologue de Gargantua. Indéniablement, en France et en français, Aurapollon est une invention, au sens Renaissance du terme, une invention, en tout cas pour la France, de la génération François Ier. Je vous remercie. Un grand merci à Romain Menini pour cette lecture savante qui nous reconduit Aurapollon à la cour de Louise de Savoie et surtout à Rabelais. L'idée même que Rabelais possédait l'exemplaire de l'édition de 1521 est très importante. Et là, vous avez marqué cette double respiration, un Aurapollon qui devient évidemment une marque importante, disons, de symbolisation d'égyptomanie, comme on l'a dit dans la critique, et en même temps cette présence importante de Rabelais et de ce foisonnement de signes dont le Gargantua et les autres livres de Rabelais sont les témoins. Et on est vraiment au cœur de l'un des grands moments de la Renaissance que vous avez bien relié. Et il y aura évidemment matière pour en discuter encore.